essayer de, comme c'est à peu près les mêmes qui étaient là tout à l'heure, on va essayer de faire ça sans désordre. Léon, quand il a fait pour une poignée de dollars, c'est parce qu'à la fin, il y a poussé, comme il dit, et qu'il avait donc écrit une petite histoire, que ça s'est fait avec très peu d'argent. Le film est sorti une première fois, ça ne marchait pas du tout, puis d'un seul coup, le bouche-oreille a fait que c'était un succès italien, puis international, sauf les États-Unis. Et il avait été escroqué par les producteurs, La Jolie, qui n'avaient pas payé l'autorisation de l'adaptation venant du film de Kurosawa, Le garde du corps Yojimbo. Donc il s'est fâché avec eux, il n'avait pas les droits du film, et il a décidé de créer une maison de production avec un avocat, Grimaldi, et faire une suite pour se venger. Bon. Ceci dit, Paul Bader sortait un peu partout en France par la suite, et à chaque fois, il faisait. Les gens qui voulaient le sortir, je me souviens, je ne dirais pas quelle salle, il lui donnait l'enveloppe pour avoir l'autorisation de le sortir, sinon il bloquait. C'est aussi un homme d'affaires, Sergio. Et pour une poignée de dollars, il fait une poignée de dollars. Bon. Et il reprend Eastwood, qui est devenu une star dans le monde du jour au lendemain, sans bien savoir ce qui lui arrivait, parce qu'il a vu que le film avait du succès, mais avec Clint Eastwood, il ne reconnaissait pas le titre, parce que le film s'était tourné sur le magnifique Seven, j'ai vu Seven Magnificent quelque chose, et ça donnait pour une poignée de dollars. Bon. Et là, il prend un autre acteur qui vient du cinéma de Al Gore, dans les films hollywoodiens, Lee Van Cleef, et il tourne pour quelqu'un de plus. Et là, c'est un succès encore plus énorme. Ça l'embête parce qu'il ne veut plus faire de western, il n'aime pas trop les westerns. Et là, bon, on le pousse et tout, et les Américains sont prêts à mettre de l'argent dans le troisième, s'il en fait encore un. Alors, il écrit un scénario où là, il dit, les Américains, ils vont pas être contents, mais tant pis, je m'en fous. Il met la guerre de sécession, sujet que les Américains n'aimaient pas trop qu'on mette dans les films. C'est très curieux parce que les Américains, ça c'est une parenthèse, ils disent toujours il ne faut pas faire des films sur les défaites que l'Amérique a eues. Et ils ont quand même le héros numéro 1 de l'Amérique, celui qui représente l'Amérique de droite, forte et tout, qui est John Wayne. Il a fait que 2 films qui ont été dans sa vie, un sur Alamo qui était une défaite, et sur l'intelligence Vietnam qui en était une autre. Ce qui veut dire, bon, il faut se méfier. Bref, il fait ça, et il veut reprendre Eastwood, il reprend Lee Van Cleef, et il décide, il y a un troisième rôle, et il prend Lee Wallach. Et là, Eastwood, il lui dit, écoute, dans le premier, j'étais tout seul, dans le deuxième, il y en avait un autre, Colin Martillon, maintenant il y en a un troisième, et c'est lui qui a le rôle principal, c'est pas moi. C'est tout court. C'est pas con, Eastwood, j'avais compris. Et, enfin, putain, comme était Sergio, il lui dit, t'as pas compris. Tout court, il fait son numéro, il fait tout ça et tout, et toi, t'arrives et tu ramasses tout. Il n'a pas cru. Et à la fin du tournage, Eastwood a été dire à Sergio, bon, dans le premier, il était tout seul, dans le deuxième, on était 2, les 3, alors quoi, dans le prochain, il y a la cavalerie, et moi seul. Ce qui voulait dire, c'est fini. C'est fini. Mais, ce qui n'était pas fini, c'est le succès qu'a eu pour la Brute et le Truand dans le monde entier. Alors pourquoi? Là, il faut un peu parler 2 secondes de ce qu'était ce qu'on appelle la trilogie de l'homme sans nom. C'est une connerie, parce que dans le numéro 2, Eastwood a un nom. Dans la version américaine, c'est Mako. C'est devenu le Manchot dans la version française. En Italie, c'est Mako. Bon. Et c'est Blondin dans la troisième. Donc ça, c'était déjà pas vrai. Bon. Deuxièmement, le premier, c'était fait avec très peu d'argent. Le deuxième, c'était fait sur l'idée, disons, de 2 chasseurs de primes. Et le troisième, il veut des gens abominables. Mais ce qui est important dans le film, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Dans le premier, nous avons un personnage qui arrive, qui a un poncho, qui a un chapeau, un cigare, et c'est à peu près tout. Alors, Sergio, il disait toujours, là, tu vois, Clint, il a 2 expressions. Une avec le chapeau, une sans le chapeau. Et dans le deuxième, bon, c'est un chasseur de primes. C'est plus quelqu'un qui magouille comme ça, c'est un chasseur de primes. Comme un chasseur de primes, et il devient riche à la fin. Et dans le troisième, vous verrez à la fin, le personnage, il met un poncho. Le même poncho qu'on trouvera dans Pour une poignée de dollars. Et là, on comprend que Sergio, il a fait le numéro 1 au numéro 3, le numéro 2 au numéro 2, et le numéro 1 au numéro 3. Si on veut visionner les 3 films chez soi avec les DVD,
On regarde d'abord le bon, la brute et le truand, à la fin il met le poncho, puis on voit pour une poignée de dollars, ou quelque chose de plus, pour une poignée de dollars. Et on comprend le personnage complètement qui est le même. Et là, c'est là que c'est intéressant, c'est quand il fait le bon, la brute et le truand, il y a trois choses qui l'intéressent. Pas en terminer, c'est pas le mot, mais aller jusqu'au bout du personnage comme ça qu'il a créé avec Eastwood, qu'il a inventé, et qu'Eastwood a repris dans ses propres films souvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est mêler la grande histoire à la petite histoire. T'en prends une boîte de l'art, c'est toujours des histoires de famille. Il y a deux familles l'une contre l'autre dans une ville frontalière. Bon. Dans le deuxième, il y en a un qui veut tuer l'Indio pour des raisons de famille, sa sœur qui est morte, et l'autre qui est un solitaire, toujours. Toujours un solitaire, Eastwood. Et dans le troisième, vous avez un film tout à fait différent où c'est l'histoire de l'Amérique, où il y a deux camps. Et il y a deux personnages qui se promènent dans ces deux camps tout le temps, c'est Ducos et l'autre. Et en fait, il est en train de trouver son style. Il a trouvé son style très vite, mais il ose aller plus loin. Il commence à ne plus penser western et tout, c'est la fresque. C'est la fable et la fresque. Alors, qui dit fable dit humour, il y a quelques mots, c'est extraordinaire, et qui dit fresque dit on ne peut pas uniquement se contenter à montrer des gens en train de se tirer dessus. Et il y a une mise en scène magnifique. Alors, c'est la version, on m'a dit que c'est la version intégrale, qui est reconstituée, bon, ce qui est important, parce que quand le film est sorti en Italie, il était plus long qu'en France, il a été un peu coupé partout. Et troisièmement, il y a une chose qui est importante dedans, c'est pourquoi il a pris Eli Wallach. Eli Wallach, certains qui sont des fous de cinéma le connaissent pour son rôle dans Babylone, Kazan, où il fait l'obsédé sexuel, bon, par exemple. C'est simplement que dans un film qui s'appelle La Conquête de l'Ouest, il fait un truand arrêté. Et il y a un gars qui l'a arrêté, il lui dit « Tu crois que tu me fais peur ?» Et l'autre fait avec sa main « PAM !» Il lui fait peur. Et quand j'ai vu un type faire ça et faire rire la salle, j'ai dit « Je le prends ». Et Wallach était fou de joie de travailler dans ce film, où il a porté tout le côté picaresque. Mais ne vous y trompez pas, entre Wallach et Eastwood, c'est le même personnage divisé en deux. Comme ce sera dans le dernier, Max et Noodles, c'est le même divisé en deux. Comme ça sera dans Il était une fois dans l'Ouest, le Cheyenne et l'harmonica, le même divisé en deux. Comme c'est dans tous les films de Eastwood sont faits sur le même personnage divisé en deux. Pourquoi? Eastwood était un fils unique, il n'avait pas de frère, il en cherchait un. Il en cherchait un aussi voyou que lui, avec le côté chamailleur. Et en fait, c'est un film très grave, voilà peut-être qui a choisi le ton de la comédie, parce que plus on fait rire les gens, plus ils peuvent attraper d'autres messages dedans. Mais la fin du film montre à quel point, finalement, les méchants ont toujours raison. Alors un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu es pessimiste tout le temps comme ça? Il me dit, mais c'est simple, Noël. Les optimistes, ça va pour eux, ils pensent que tout est bien. Les pessimistes, c'est les seuls qui trouvent que c'est pas bien et que ça va changer. Donc la pessimiste, c'est un progressiste. Voilà. Donc en ce moment, je sais que la télévision n'est pas très drôle en France, mais il faut être pessimiste. Bonsoir.